Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca. C'est à Dubaï que se déroulera la COP 28, cette grande conférence des Nations unies sur le climat, un sommet qui survient aussi 8 ans après l'accord de Paris. On s'aperçoit que le réchauffement climatique s'accélère et dans notre quotidien, on est aux premières loges aussi de phénomènes météo plus violents, plus extrêmes. Le plaisir de recevoir Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, député libéral dans Laurier-Sainte-Marie. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Bonjour, M. Dubé. Alors, quelles sont les ambitions et les objectifs du Canada à la COP 28? On en a plusieurs, mais certainement, il faut accélérer la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles. Ça peut paraître drôle à dire pour le quatrième plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde, mais pourtant, c'est ce qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour lutter contre les changements climatiques. On peut faire plus d'énergie renouvelable, plus d'éolien, de solaire, d'hydroélectricité. On peut électrifier nos transports, mais en bout de ligne, il faut réduire notre consommation de combustibles fossiles. La réduire complètement ou un soutien souvent du Canada qu'on voit une élimination progressive, là? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire preuve d'un peu plus d'ambition? Les gens veulent toujours qu'on aille vite, mais pas trop vite. Si j'annonçais demain matin la fin des ventes de voitures à essence, je pense que je ne serais pas ministre de l'Environnement pendant très longtemps. C'est pourquoi on s'est donné un échéancier de faire ça sur 2035, parce qu'il faut donner le temps à la fois aux consommateurs, mais aussi aux entreprises de prendre le virage. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne ce qu'on fait, que ce soit au Canada, que ce soit à l'échelle internationale, ça fonctionne pas assez vite. Mais vous parliez de l'accord de Paris. Avant l'accord de Paris, le réchauffement auquel on s'attendait serait 4 fois supérieur à ce qu'on voit déjà. Alors imaginez là, 4 fois plus de catastrophes naturelles, de feux de forêt, d'inondations, de vagues de chaleur. Là, l'ONU nous dit, on se dirige vers à peu près 2,5 fois plus ce qu'on voit. C'est encore beaucoup trop, vous allez me dire, mais c'est mieux que 4. Alors, ce qu'on a commencé à faire, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, ça commence à fonctionner, mais maintenant, il faut accélérer le pas. Monsieur Guilbeault, on regarde ça, nous, de l'extérieur, là. Il y a beaucoup de cynisme autour de ces grands sommets-là. Je vous apprends rien, j'espère. Et on regarde ça de l'extérieur, puis on dit, là, les leaders du monde y vont. On fait des grandes promesses, des beaux discours. Et souvent, l'éléphant accouche d'une souris. Il y a bien peu de choses. On prend des engagements qu'on ne tient pas. Et le Canada fait pas particulièrement bonne figure, M. Guilbeault. Là. Le Canada arrive 10e au monde au niveau des émetteurs de CO2 depuis 1850, selon un site, là, le Carbon Brief. On est en retard sur nos objectifs de réduction de GES également, un retard de 27 % selon l'ONU. Effectivement, parce que pendant plus d'une décennie au Canada, il ne s'est rien fait en matière de lutte au changement climatique. Alors, c'est sûr qu'on est encore en mode rattrapage, mais depuis que nous sommes arrivés en 2015, on a éliminé, en termes de pollution, l'équivalent de retirer sur nos routes 16 millions de véhicules. Alors, imaginez le Canada ou le Québec au Québec, on a 4 millions, un peu plus de 4 millions de véhicules immatriculés. Imaginez s'il y en aurait 2 fois plus, presque 2 fois plus que ça en termes de pollution. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire, mais je suis le premier à reconnaître qu'on n'est pas rendu encore. Le plan qu'on a déposé nous permet d'arriver à 75 % de l'objectif de 2030. Ça veut dire qu'il reste encore un 25 % d'efforts à faire. Donc, le rattrapage dont je parle, c'est là-dessus que mon équipe et moi, on travaille à tous les jours. Est-ce que ça vous place parfois dans une position un peu délicate? Je remettrai jamais en doute vos convictions environnementales. On a fait plusieurs entrevues ensemble. On vous sait très, très investi. Mais lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est en politique, vous parlez parfois de la lenteur où se fait les choses. Est-ce qu'il y a parfois certaines décisions qui sont peut-être un peu plus difficiles à avaler pour vous? Je pense entre autres là, sur certains reculs pour la tarification du carbone, la tarification sur le mazout pour le chauffage résidentiel, je pense aux provinces de l'Atlantique également. Est-ce que pour vous, il y a parfois une espèce de conflit interne? Moi, je suis père de 4 enfants et je sais pas pour vous, là, mais moi, je gagne jamais toutes mes batailles à la maison avec mes 4 enfants.
Alors, imaginez dans un pays de 40 millions de personnes comme le Canada. Quand je suis venu en politique, je savais bien que je gagnerais pas toutes mes batailles. Mon objectif, c'est d'en gagner le plus possible. Puis le jour où je vais me rendre compte que c'est plus le cas ou que j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais aller faire autre chose. Mais j'estime encore être capable de faire avancer les choses, que ce soit la COP 15 l'année passée où on a eu un accord historique pour protéger la biodiversité. On parlait de changement climatique, la loi zéro émission. Je me bats présentement avec l'Alberta, la première ministre Smith sur le fait qu'on va avoir un réseau électrique plus propre au Canada. Au Québec, on connaît ça, un réseau électrique plus propre, mais c'est pas le cas de plusieurs de nos voisins où on utilise encore même du charbon, pour pas dire de l'électricité dans certaines provinces canadiennes. Donc, c'est sûr qu'il y a des vents de face, puis je le savais. Il n'y a pas de surprise là pour moi depuis que je suis arrivé en politique. Mais il y a des vents de face, oui, mais à l'intérieur même de votre parti. Lorsque le PM annonce, entre autres, la suspension des tarifications sur le mazout, est-ce qu'il va y avoir d'autres reculs? Est-ce que vous mettez votre siège en jeu là-dessus? Vous avez été interpellé au Sénat, d'ailleurs, là-dessus, M. Guilbeault. Là. S'il y a un autre recul, est-ce que ce sera la goutte qui va faire déborder le vase pour vous? Deux choses que je voudrais dire là-dessus. L'exemption sur le chauffage au mazout, ça s'applique pas juste aux provinces de l'Atlantique, mais ça s'applique partout à l'échelle du pays. Elles seront particulièrement touchées. Il y a plus de gens au Québec qui se chauffent au mazout que dans toutes les provinces atlantiques mises ensemble. Ce qu'on a aussi fait, par contre, et ce qui est le plus important, c'est on va rendre pour les ménages à faible revenu la transition du mazout vers les thermopompes gratuites. Et ça va pas ralentir notre lutte au changement climatique, on va même l'accélérer. On va sortir le mazout du chauffage partout au pays beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait fait autrement. Est-ce que j'ai envie de démissionner comme ministre de l'Environnement? Non. Je suis très heureux. C'est la job d'une vie un peu pour moi. Ça. Alors, contrairement à la rumeur qui court que je cherche une raison de démissionner, je vous rassure, je ne cherche pas de raison de démissionner. Le premier ministre a dit il n'y aura pas d'autres exemptions à la tarification carbone au pays. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et je suis tout à fait à l'aise avec ça, évidemment. Bon, alors, il y a les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi notre utilisation du plastique. Et là, l'interdiction d'objets en plastique à usage unique, on pense aux pailles, aux sacs d'épicerie. On a dû lever cette interdiction en raison d'une décision de la Cour fédérale. Vous allez contester ça en cour d'appel. Mais avez-vous quand même été étonné par ce jugement-là? Simplement pour préciser que le règlement est toujours en application. Alors, ce que la Cour fédérale, une juge de la Cour fédérale a dit, c'est qu'on a créé une liste dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement par rapport au plastique, et elle estime que cette liste-là est pas constitutionnelle. Mais le règlement existe toujours, et la liste n'a pas été contestée par une entreprise. Si elle l'était, là, on perdrait probablement devant les tribunaux. Je sais que c'est un peu compliqué, là, mais c'est pourquoi on va déposer un appel dans les prochains jours. Et oui, on a été très surpris. À l'interne, on a été très surpris. Les experts partout au pays ont été très surpris. La juge semble dire qu'il n'y a pas de justification scientifique à cette liste-là. Moi, je peux vous dire que j'ai des scientifiques de partout au pays qui m'ont écrit puis qui m'ont dit, nous, là, on est prêt à les témoigner devant quelque tribunal que ce soit pour vous parler des impacts des plastiques sur la santé humaine. On retrouve des microbilles de plastique dans notre cerveau. On en retrouve dans les fœtus. Ça nuit au développement de nos enfants. Puis bon, comme on le sait, on en retrouve partout dans l'environnement. On en voit dans nos rues, dans nos quartiers, mais aussi dans nos parcs, dans nos espaces verts, dans les océans. Alors, c'est très clair qu'on va poursuivre la lutte à la pollution plastique. Et pour moi, ça, c'est une erreur de parcours, c'est un obstacle, mais on continue d'avancer. Et même que je pense qu'il va y avoir d'autres bonnes nouvelles en matière de plastique. On est poursuivi par 3 grandes entreprises dans ce dossier-là. Moi, je serais pas surpris si d'ici quelques jours, il y a moins d'entreprises qui décident de continuer d'aller devant les tribunaux contre nous, mais plutôt qui décident de travailler avec nous là-dessus. Alors, on verra bien le résultat de tout ça et ce qui ressortira de cette COP28. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci d'avoir participé à l'épisode. À bientôt. Merci beaucoup, M. Dubé.